Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre podcast préféré, La Mi-temps. Vu que c'est la toute première émission, je vais vous expliquer en quoi consiste La Mi-temps en quelques mots. La Mi-temps, c'est le podcast belge qui vous parle d'actualités sportives et en particulier de football et de cyclisme. Et pour cette première émission, on va parler de football, des Diables Rouges et de la route vers l'Euro 2024. La grande question qu'on va se poser aujourd'hui, pour notre équipe nationale, c'est jusqu'où iront les Diables Rouges. On va décortiquer cette question à travers plusieurs aspects, comme la liste des 23 joueurs, la tactique de Tedesco et le jeu proposé par l'équipe, et finalement, les pronostics, les favoris et le parcours des Diables Rouges. Bien évidemment, pour répondre à tout ceci, je suis accompagné de 4 chroniqueurs. Et je peux vous dire aujourd'hui, c'est le top du top, le haut niveau. Avec moi dans un premier temps, j'ai Alexis. Comment tu vas, Alexis ? Bah ça va super, et vous ? Ça va. En forme pour aujourd'hui ? Ah bah je me réjouis de voir les avis de mes collègues. Ok. Avec moi, j'ai aussi Adrien. En forme ? Ouais, ça va, j'espère que vous allez bien aussi. Moi, on est parti. Gros débat aujourd'hui, franchement, un sujet très intéressant. Il y a beaucoup de choses à dire. Je pense qu'on va avoir un bon débat aujourd'hui. Ok, ça fait plaisir. Après, j'ai Augustin avec moi. Ouais, ben ça va, en pleine forme pour débattre d'un sujet qui nous passionne tous, amis belges. Donc ça va être très intéressant. Et en dernier, j'ai finalement Hugo. Est-ce que tu vas bien ? Ça va, c'est très bien, et vous ? Merci. Oui, très bien aussi, merci d'avoir demandé. En tout cas, ça fait plaisir, je vois que vous êtes bouillant pour le podcast. On va répondre à cette grande question. Mais avant de commencer, on va rappeler un peu le contexte de notre équipe et les prochaines échéances. La Belgique, elle s'est qualifiée sans trop de difficultés lors des groupes de qualification, on peut le dire, assez facilement. Elle a fini première de son groupe devant l'Autriche, la Suède, l'Azerbaïdjan et l'Estonie. Elle est restée invaincue avec 6 victoires et 2 nuls. Donc sans trop de difficultés. Et les derniers résultats étaient une victoire 1-0 contre la Serbie et 5-0 contre l'Azerbaïdjan. La prochaine échéance qui arrive très bientôt, c'est 2 matchs amicaux très importants pour faire des derniers tests pour Tedesco. Le 23 mars en Irlande et le 26 mars en Angleterre. Et après, bien évidemment, il y a l'Euro qui arrive en Allemagne en juin, avec d'abord 2 matchs de préparation contre le Monténégro et le Luxembourg. Et enfin, le début de tournoi où la Belgique est tombée dans le groupe E, avec la Slovaquie, la Roumanie et le barragiste B, qui peut être soit de la Bosnie-Herzégovine, l'Ukraine, l'Israël ou l'Islande. D'ailleurs, on va faire un petit rappel des autres groupes pour l'Euro qui se passent en Allemagne. Il y a bien évidemment le groupe A avec le pays hôte, l'Allemagne, l'Écosse, l'Hongrie et la Suisse. Ensuite, le groupe B, l'Espagne, la Croatie, l'Italie et l'Albanie. Le groupe C, Slovénie, Danemark, Serbie, Angleterre. Le groupe D, le barragiste A qui peut être soit de la Pologne, l'Estonie, le Pays de Galles, la Finlande, avec les Pays-Bas, l'Autriche et la France qu'on connaît déjà. Le groupe E qui était le groupe de la Belgique. Et le dernier groupe, le groupe F, la Turquie, le Portugal, la Tchéquie et le barragiste C qui peut être soit de la Géorgie, le Luxembourg, la Grèce ou le Kazakhstan. La première rubrique va permettre de nous aider à répondre à la question du jour qui est jusqu'où iront les Diables Rouges. On va parler de la liste des 23 joueurs, bien évidemment, et chaque chroniqueur qui m'accompagne donnera ses noms. On va commencer par les gardiens, les défenseurs, les milieux et finalement les attaquants. À la fin de tout ça, on essaiera de faire une liste de toute l'équipe où on se mettra d'accord et on aura notre liste 23 et on postera sur les réseaux sociaux cette liste qu'on fera. Donc, et si bien sûr il y a égalité, en tant qu'animateur, je trancherai moi parce que j'ai fait aussi ma propre liste de mon côté, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Donc on va commencer, nous allons commencer par les gardiens. Quelqu'un veut commencer par les gardiens ? Ouais, moi je veux bien commencer. Vas-y. Franchement, si vous voulez, là c'est mon domaine. Donc, moi, en tant que grand fan de Thibaut Courtois, voilà, malgré les quelques problèmes avec Tedesco. Tu rentres direct dans le lard. Ouais, voilà, je rentre direct dans le lard, moi. Ouais. Donc voilà, il y a eu quelques problèmes avec Tedesco, on les connaît, beaucoup de problèmes avec la presse, etc. Ça a fait beaucoup d'histoires. Maintenant, je pense que Thibaut Courtois reste quand même un des cadres de l'équipe ces dernières années, qui reste franchement au-dessus des autres. Donc je pense qu'il n'y a pas débat si lui accepte de mettre ses différentes côtés avec Tedesco, que Tedesco accepte de le reprendre. Pour moi, Courtois doit être avec nous, non seulement pour cadrer l'équipe, mais en plus pour bien jouer. Surtout qu'on l'a vu avec l'équipe du Real Madrid. Ouais, maintenant il revient de blessure, il recommence à s'entraîner. Est-ce qu'il sera vraiment en forme ? Est-ce qu'il ne le sera pas ? On ne sait pas, ça c'est à lui de le sentir. Ouais. Maintenant, voilà, ça reste intéressant de quand même garder en tête que Courtois est toujours là, quoi. Alexis, tu voulais rebondir sur ça ? Justement, je suis d'accord avec Adrien sur le fait que Thibaut Courtois, c'est évidemment un des cadres de l'équipe, on n'a pas besoin de le présenter. Mais Thibaut Courtois est déjà revenu à l'entraînement du Real de Madrid. Ouais. Et ça me paraît tôt. Il dit, ça fait déjà bien 2 mois qu'il a annoncé qu'il ne participerait pas à l'Euro. Et tout ce que je vois, c'est qu'il est à l'entraînement et qu'à mon avis, il pourra reprendre
dans pas trop longtemps, dans peut-être un mois et demi. Moi, je me demande s'il n'y a pas des frictions avec Tedesco et si son amour-propre, il le garderait pas un peu pour lui, quoi. Je pense que c'est bien connu qu'il a des frictions avec Tedesco. Maintenant, en tant que grand joueur de foot, il devrait savoir mettre ses frictions de côté et pouvoir réagir. Je pense que Hugo aussi a un petit avis sur la question. Vas-y, on Oui, c'est t'écoute, ça. Hugo. Moi, je rejoins Adrien totalement sur ses propos. Selon moi, on ne peut pas se passer de Thibaut Courtois en équipe nationale. Alors certes, il a des frictions. Ça va être à lui de voir si oui ou non il veut mettre les choses de côté. Mais s'il veut mettre les choses de côté, on ne peut pas se passer de joueur de tel niveau, surtout dans nos cages. Mais je suis d'accord avec Hugo, mais à partir du moment où il y a eu des problèmes avec un gardien et que ton équipe va bien, et qu'on sait qu'un Castells, qui a repris cette place de numéro 1, se démerde très bien aussi, je me demande pourquoi reprendre Thibaut Courtois. Est-ce que ça va pas finalement apporter un peu plus de problèmes qu'autre chose? J'ai envie de rebondir justement sur ce que tu viens de dire. Avec Courtois, on sait ce qu'on a. Et rien sert d'une blessure, mais on sait ce qu'on a. On a un gardien qui est là dans les grands moments. On l'a vu face à Liverpool en finale de Ligue des Champions. On l'a vu l'année passée. Et j'ai envie de rebondir justement par rapport à cet argument-là. Courtois, il fait tout la différence face au Canada. Un match où on est dominé de partout. Et il nous sort un penalty. Il nous sort un assist. C'est lui qui change tout. Il change tout le match. Et tu as besoin d'un gars qui te rassure dans les grands événements. Castells, on n'a pas d'assurance qui peut performer à un tel niveau avec le stress, la pression d'une telle compétition. Après, je pense que pour un Castells, honnêtement, ça peut être aussi bénéfique. Parce que s'il vient à faire un bon Euro, il peut, pour moi, avoir un gros transfert à la clé. L'Euro, c'est une visibilité immense. Et je pense que c'est peut-être la chance de sa vie. Et moi, j'ai envie de lui donner cette chance. Mais en plus, on sait qu'il est primordial quand, dans des compétitions comme ça, sur un mois, où le groupe il doit vivre vraiment bien. Et donc Courtois, ça pourrait apporter des problèmes, parce qu'il y a des choses qui ont été mises en place depuis un an. On sait déjà il y a le retour de Kevin De Bruyne qui va arriver, qui va un peu changer la dynamique de l'équipe. Mais là, si on met Courtois en plus dans la balance, ça va totalement changer. Et en plus, on a vu que Courtois, à l'entraînement au Real Madrid, Carlo Ancelotti a dit qu'il était là pour soutenir Lunin surtout. Il n'a pas encore vraiment joué. Il s'inscrit dans le projet Real Madrid. Ouais. On ne sait pas vraiment s'il est vraiment encore disponible, frais. Et ça rajouterait une épine. Ce serait une épine de luxe, comme on pourrait dire, mais ce serait vraiment peut-être problématique. Je pense que pour le moment, physiquement, il est clairement pas prêt. Hein. Il a jamais arrêté vraiment de s'entraîner parce que chez lui, il faisait quand même garder une forme, mais je pense que physiquement, clairement, il est pas prêt. Donc voilà, là, il faut voir pour l'Euro, mais là, actuellement, je pense qu'il n'est pas prêt, clairement. Oui. Après, c'est un grand professionnel et je pense que s'il venait à être pris ou s'il a vraiment la motivation, il sera prêt parce que Ouais. il s'entraîne et on sait très bien que les entraînements du Real, ça vaut les matchs d'une équipe moyenne. Voilà, je pense que C'est clair. Courtois pourra arriver en forme. Je dis pas commencer peut-être la compétition titulaire, ce serait un manque cruel de jugeote pour Tedesco de bâcler Castells du jour au lendemain. Il se mettrait tout son groupe à dos, surtout les cadres comme Devertonghen qui n'avaient pas du tout apprécié les différends avec Courtois. Ben moi, pour continuer ma liste, voilà, pour un peu rebondir sur ce que vous avez un peu tous dit, c'est Castells. Pour moi, Castells doit impérativement faire partie du groupe et fera partie du groupe. Pour moi, c'est même pas une question. C'est parce sûrement que, l'évidence du. voilà, c'est Ouais. l'évidence dans les gardiens, c'est l'évidence, c'est Castells qui, voilà, en absence de Courtois, nous a sorti quelques bons matchs, quelques grosses prestations. Voilà, Castells qui ne déçoit pas. Voilà, malheureusement, il n'est pas dans un grand club européen. Voilà, on va pas se mentir, mais c'est un gardien avec un top niveau Mm. qui mérite, comme Alexis l'a dit, d'être vu, d'avoir une vue grâce à l'Euro et peut-être d'être transféré. C'est un gardien qui a vraiment un très bon niveau et qui est vraiment très très fort. Il m'a impressionné sur les derniers Oui, matchs de préparation. il est dans la force de l'âge, il est stable, C'est c'est clair. tout ce qu'on demande d'un gardien, Et forcément. surtout qu'il est un peu sous-estimé par la population belge qui l'a enfin remarqué, j'ai envie de dire, à partir du match contre l'Allemagne. Mais il faut dire qu'il a jamais eu facile, hein, être derrière Courtois et aussi derrière Mignolet au début. Mhm. Voilà, il a jamais eu vraiment l'opportunité de se montrer. Maintenant, Mignolet arrête, Courtois blessé. Voilà, il a un peu passé de 3e à 1er et honnêtement, je pense qu'il a pas déçu et je pense que les Belges sont vraiment contents de lui. Et je Globalement. pense surtout que si Tedesco était amené à rapatrier Thibaut Courtois, ça ferait vraiment beaucoup de bruit. Parce que ici, Kevin De Bruyne va revenir, mais là, c'est une évidence. Il doit être titulaire. C'est le capitaine, Mhm. ça a été décidé comme ça, et ça restera comme ça. Thibaut Courtois, pour moi, déjà, sous l'ère Martinez, il pouvait un peu faire tout ce qu'il voulait. Et ici, Tedesco, c'est un Allemand italien. Mm. Donc, la mentalité, c'est déjà pas la même.
Et pour moi, il a un peu mis les choses au clair, il est un peu plus sérieux et on ne fait pas tout ce qu'on veut avec lui. Et je crois que ça n'a pas plu à Courtois et ça ne plaît pas à Tedesco non plus. Ok. C'est clair. Donc Courtois, Castells. Castells, c'est Castells, ça. Ouais. pardon. Et alors, en fait, la dernière place, je l'ai mise en balance en 2 gardiens. J'ai mis Sales d'un côté, il a son âge, il Qui est le deuxième gardien actuellement. Voilà, il est actuellement deuxième gardien, mais il n'a pas vraiment eu l'opportunité de faire vraiment ses preuves dans beaucoup de clubs. Voilà, il n'a pas joué en équipe nationale énormément. On n'a rien à lui reprocher, mais voilà. Et à côté de ça, on a Kaminski qui fait une énorme saison à Luton en Première Ligue, malgré que le club est vraiment... Voilà, il a pas, on va pas se le mentir, on va pas se cacher. Il n'a pas le niveau de la Première Ligue, ce club. Mais on a Kaminski qui sort des matchs, des arrêts... Franchement, impressionnant. J'ai vu quelques compilations de ses arrêts, de ses matchs, des face-à-face. Enfin, pour moi, là, avec Kaminski, je dirais pas qu'on a deuxième Courtois parce qu'on connaît le niveau de Courtois qui est vraiment impressionnant. Mais je pense que Kaminski peut quand même nous sortir franchement quelques belles prestations. Et je crois qu'il a sa carte à jouer. On devrait lui laisser sa chance. Peut-être pas en tant que deuxième gardien parce que, comme on l'a dit, il y a Castells. Mais si Courtois ne vient pas, pourquoi pas que Kaminski soit le deuxième gardien devant Sels. Après, si Courtois ne vient pas, la question n'aura même pas à se poser. Tu auras Kaminski, tu auras Sels. Par contre, si tu viens reprendre Courtois, la question pour moi, ça doit être une certaine continuité. Un troisième gardien, ça ne jouera pas les matchs. Ça doit être quelqu'un qui est habitué à ce rôle, pas quelqu'un qui prend là parce que tu as un rôle. Non, Sels a toujours été devant Kaminski dans la hiérarchie, et cette hiérarchie des gardiens, elle doit rester telle quelle. Tu peux pas la changer du jour au lendemain, surtout pour une compétition pareille. Pour moi, justement, elle doit changer parce que c'est pas parce que Sels a toujours été devant, parce qu'il a été plus âgé. Pour moi, on doit la changer parce que Kaminski est jeune, il arrive, il n'a pas encore vraiment d'expérience au niveau équipe nationale senior, mais voilà, c'est parce que Sels a toujours été devant lui, mais Kaminski peut très bien prendre sa place et je pense que un jeune a totalement l'opportunité de devancer un Matt Sels ou n'importe qui. Je pense que Kaminski, avec son niveau, a l'opportunité et devrait avoir sa chance. Okay. Moi, je suis d'accord avec Adrien parce que... Toi aussi, t'as Kaminski dans ta liste ? Bah oui, je le mettrais deuxième aussi. Deuxième aussi. Tout simplement parce que Matt Sels avait joué quelques matchs de qualification quand Castells s'était blessé. Et franchement, il m'avait pas rassuré du tout. Au niveau des prises de balles, de l'assurance, il n'était pas là. Et j'irais même plus loin, j'irais jusqu'à reprendre un Arnaud Bodard à sa place. Ça va très loin, mais même si Bodard part sans doute plus loin, il est 4e dans la liste de Tedesco, dans la hiérarchie. Pour moi, il mériterait, parce que quand on voit la saison qu'il fait au Standard, bah, franchement, sans lui, je pense que le Standard est dernier. Et je crois que les supporters du Standard seront d'accord avec moi. Je pense qu'un Arnaud Bodard mériterait au vu de sa prestation. Maintenant, il parle de plus loin. Sels joue en Première Ligue, il vient d'obtenir un transfert à Nottingham Forest. Donc c'est quand même un autre niveau. Mais voilà, je pense que Tedesco va quand même garder Castells 1, Sels 2 et Kaminski 3. Ok, donc toi, ce serait ces trois-là pour toi. Bah, ma logique voudrait que ce soit ces trois-là. Moi, je pense que... Ouais, ça doit être aussi... Il a pas tort dans son sens de Bodard, je suis d'accord avec lui. Maintenant... Hugo, toi, c'est quoi tes 3 ? Moi, je rejoins les autres sur pas mal de choses, notamment Courtois et Castells. Ouais, ça, c'est assez... Je pense que là-dessus, il n'y a pas de débat. Et comme on l'a dit, si Courtois est d'accord, on ne peut pas le refuser. On peut pas le refuser. À l'heure actuelle, un des 3 meilleurs gardiens au monde, voire le meilleur. On ne peut pas se priver de lui. Ce serait comme l'Argentine se priver de Messi, ça serait bête. Même si c'est peut-être pas leur meilleure forme, ça reste un des meilleurs joueurs. Il n'y a pas de débat là-dessus. Maintenant, moi, à la 3e place, je ne suis pas un grand fan de Sels. Je trouve qu'il est déjà assez vieux. Il n'a jamais eu une grande carrière. Il a toujours fait ses matchs, mais sans plus. Et à côté, Kaminski, c'est vrai qu'il fait une grosse saison, mais il a quand même 31 ans. Et pour un poste de 3e gardien, je trouve que ça serait bien de lancer un jeune, alors ça pourrait se débattre entre Van der Voort avec Bodard. Vous connaissez mon amour pour le Standard. Comme l'a dit Alexis, le Standard sans Bodard, on sera encore bien plus bas. Ok. Donc pour moi, le débat, il n'y en a pas. Comme 3e gardien, il faudrait mettre un peu de jeunesse. Étant donné qu'on a quand même déjà 2 personnes âgées, on va pas jouer avec une équipe de retraités. Faut se le dire. Et Bodard, ça serait vraiment la 3e personne idéale. Ok, tu lancerais Bodard directement pour et pour une suite après des prochains rendez-vous, la Coupe du Monde. Puis même Bodard, ça lui ferait une petite pub aussi. Oui, aussi. Mais surtout, Bodard fait une bonne saison. Et dans toute la Belgique, ça va même au-delà de ça. Je trouve que dans toute la Belgique, on a un peu peur que le Standard descende. Et finalement, faire de la pub à Arnaud Bodard en le reprenant pour l'Euro 2024, ça servirait peut-être au Standard à aussi augmenter le prix de vente de Bodard. À renflouer les caisses du club, justement. Maintenant, une fois que tu es repris à 1 euro, ton prix peut augmenter, même si tu es 3e gardien.
t'es sur la liste, ton prix peut augmenter de 3-4 millions facile. Maintenant qu'on soit bien d'accord sur une chose, le Standard ne descendra pas, c'est pas le sujet. Mais... Ah non, mais... c'est pas le sujet du jour. C'est pas le On sujet pourrait du jour, faire- mais... On pourrait faire une émission entière là-dessus, mais c'est pas le sujet du jour, c'est vrai. Bah, Donc, on peut- Passons au défenseur maintenant. Augustin, t'avais un dernier nom avant de. Non, je pense que T'étais tout plus a été d'accord dit. Je pense qu'on est tous clairs là-dessus, que ce soit jeune ou plus expérimenté. Je pense que la place de troisième gardien, il n'y aura pas vraiment de surprise, donc on peut rester là-dessus. Donc pour ce que je répète, donc pour l'instant, on serait tous sur Courtois si vraiment il est disponible, ça, c'est aucun doute. Castells, ça, c'est le premier gardien actuellement et en tant que deuxième gardien derrière Courtois, il serait bon. Et il y aurait peut-être une hésitation entre Kaminski, Sels ou Baudard. Moi, perso, j'hésitais entre Kaminski et Baudard parce que c'est deux profils qui sont intéressants. Kaminski, on sait qu'il fera pas de vague en tant que troisième gardien ou en tant que deuxième, donc là. Mais j'étais d'accord avec Hugo sur Baudard que de lancer là un peu de la jeunesse et aussi pour la dynamique des prochaines échéances sur la Coupe du Monde et l'Euro qui viendra encore après. C'est bien de lancer parce qu'avec l'âge, bah, il y en a, ils vont reprendre leur retraite, voilà, donc c'était vraiment intéressant. Mais là, ce serait Courtois, Castells et Kaminski. Ouais. Ça vous va sur Moi, les trois gardiens Moi, ouais, franchement, ça me semble bien. sur, C'est- c'est correct. En tout cas, Courtois, Castells, Kaminski ou un jeune, mais je pense que celle, ça fait son En temps. tout cas, les gardiens, c'est pas la question. Là, où Voilà, on se c'est pas la pose, grosse question, c'est pas. y a pas de grosse notre surprise dans équipe les gardiens. nationale, c'est des postes où on est C'est assez plus après que ça bien va fournis. venir Il n'y a pas, débattre. de grosse surprise. Surtout avec les défenseurs qui arrivent maintenant. Oui, les Qui est- défenseurs, qui ça est va quand être. ça même, va il faut, poser il question, faut le hein. dire, c'est quand même pas notre moins fort depuis. Ouais, ça va poser question là, franchement. C'est quand même un peu Depuis catastrophique, 2021, c'est quand même pas notre Ouais, point fort. justement. Ouais. Les défenseurs, donc on va enchaîner avec ça. Donc, Alexis, tu veux commencer pour les défenseurs? T'en as combien dans ta liste? Alors dans ma liste, j'en ai pris 7. 7. Ok. J'ai fort réfléchi. Finalement, je ne suis même pas d'accord avec moi-même, c'est assez compliqué. Bah évidemment, je reprends Vertonghen Ok, bah. et Fass, qui sont les deux défenseurs centraux toujours mis par Tedesco, avec Théat à gauche et Castagne à droite. Ensuite, de Basse, qui fait ses saisons à Anderlecht, accompagné de Vertonghen. Je ne doute pas qu'il fera une belle carrière. Mhm. Donc pour moi, il faut qu'il soit repris à tout prix. Et à partir de là, ça se discute. Parce que quand je suis arrivé à ces 5-là, j'ai eu un bug un peu. et je me suis rendu compte que le reste, ça se discutait vraiment beaucoup. J'ai mis Amin Al-Dakil, mais le problème, c'est qu'il ne joue plus à Burnley. Début de saison, il jouait beaucoup. Et maintenant, Vincent Kompany ne le reprend même plus. Et je me rends compte que peut-être qu'Amin Al-Dakil ne sera sans doute pas repris. Et parce puis, que... il a été repris peu de fois aussi par Tedesco. Il avait joué un match amical match. contre la Serbie, Mais c'était qu'il avait très bien joué. Ouais. J'ai aussi repris Maxime de Kuiper, Ok. parce qu'il faut bien un back gauche. Thiat n'est pas un vrai back gauche, c'est un défenseur central. Et il faut bien en trouver. Il y avait Olivier Demand aussi. J'ai préféré de Kuiper parce que peut-être que oui, on le regarde plus parce qu'il est plus médiatisé. Il joue à Bruges, etc. Olivier Demand, il est assigné au Werder Bremen en Allemagne. Donc on le voit déjà moins. Maintenant, ma liste, voilà. On va aussi parler du retour ou pas d'un Toby Alderweireld qui, lui, a pris sa retraite. Un Axel Witsel qui, lui, ne l'a pas reprise. Mais on se pose la question, On se est-ce pose qu'il la faudra les question, reprendre? Adrien, tu veux enchaîner? Ouais, en fait, moi je voulais rebondir sur le cas d'Amin Al-Dakil. Moi, je pense qu'il a été lancé un peu trop tôt en équipe nationale. Mhm. Au vu de ses performances, voilà, comme Alexis le disait, Kompany le reprend même plus. Donc, je le vois mal venir sur une liste de l'Euro. Même si on manque de défenseurs, C'est un peu tôt. je c'est trouve. tôt, mais je le vois mal revenir sur une liste de l'Euro étant donné qu'il joue même plus trop en club. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Moi, j'ai plutôt pensé à Dundonker qui Mhm. vient de signer à Naples, qui fait ses matchs, à qui on n'a rien à reprocher. Et je trouve que ça fait un peu trop longtemps qu'on l'a plus vu en équipe nationale. En tout cas, ça Et fait longtemps. franchement- Il y a 2 matchs qui arrivent, donc on Voilà. pourrait le tester. Moi, j'aimerais bien, Tedesco j'aimerais pourrait bien le que tester. Tedesco teste Dundonker qui, franchement, fait. Après, je suis d'accord avec Dundonker, qui a déjà plus l'habitude que Amin Al-Dakil, puisqu'il est plus âgé, il a déjà été en Diable Rouge. Mais Dundonker à Aston Villa ne jouait pas du tout. À Naples, ici, il vient d'arriver, il est remplaçant, et il monte un petit peu. Donc, le tester contre l'Irlande, pourquoi pas? Mais je pense pas, très honnêtement, que Tedesco ce soit dans ses plans. Maintenant, voilà, moi je dis pas pour la liste des 23 de l'Euro, je dis peut-être pas, au moins en tout cas le tester et voir parce que on manque de défenseurs, il a de l'expérience déjà en équipe nationale. Il est arrivé à Naples, donc oui, il est remplaçant, mais il joue un peu et franchement, j'ai regardé quelques matchs. Il a Il joué fait 3 pas, matchs. il fait pas quelques, ouais, il a joué 3 matchs, il fait pas quelques Quelques matchs. matchs, Il fait des bons matchs, franchement, il me plaît bien.
Maintenant, voilà, il va falloir voir comment ça se passe au vu des défenseurs. Parce que moi, voilà, j'avais aussi mis un Axel Witsel qui, à l'Atlético, me plaît énormément dans son rôle de défenseur. Alors oui, on a connu à l'époque le grand Witsel au milieu en équipe nationale. Mais voilà, moi, Axel Witsel en défense centrale ou en défense en général en équipe nationale, ça ne me déplairait pas parce qu'il fait aussi partie des cadres de l'équipe. Et avoir un Witsel à côté d'un Vertonghen, je pense que pour un gardien, que ce soit n'importe lequel de ceux qu'on a cités juste avant, je pense que c'est assez rassurant d'avoir un mec qui a fait autant d'expérience et qui Oui, a après, un aussi bon niveau. niveau vitesse, si tu combines les deux, ça va être Ah, Voilà. ça, c'est une autre question. Mais donc ça, on on a parlera toujours, dans la tactique ça, de Tedesco, mais on a toujours eu, il y a toujours eu ce problème. on a toujours eu ce problème de vitesse en défense Moi, je centrale. pense qu'Axel Witsel, je suis d'accord avec toi. Même le mettre sur le banc, mais dans le vestiaire, ça peut jouer. Ouais, voilà. Oui, maintenant, ça- Servir à cadrer les jeunes. Pour une les compétition, théâtres, ça les peut être débastes. utile. Pour, pour les matchs de qualification qu'il y a eu, peut-être moins, mais pour une compétition, ça Voilà. peut être un joker Ouais, parce intéressant qu'il- pour il sait l'équipe. gérer ces moments-là. Il connaît, il a déjà il a déjà été, été stressé. il a été en etc. demi-finale avec la Belgique, donc il sait. Ouais. Donc voilà. moi, je Et vais c'est juste quoi la revenir, suite de ta liste? je vais revenir justement à ce que Alexis l'a dit, parce que j'ai quelques joueurs en balance, dont De Kuiper. Hier, j'ai regardé le match entre Bruges et l'Union en demi-finale. Un peu de fougue. Il prend une rouge un peu inutile, parce qu'il touche l'arbitre. Voilà, il a un peu de fougue, mais je pense qu'il a un niveau intéressant. C'est un joueur très intéressant, qui peut évoluer à un poste de back gauche ou de back en général. Je pense qu'il est très intéressant, il peut même jouer de l'autre côté. Donc, avec ça, il n'y a pas de souci. Je pense que c'est un joueur vachement intéressant et qui mérite d'être essayé. Maintenant, voilà, encore une fois, un peu de jeunesse, un peu de fougue. Est-ce que ça va aller avec notre défense, Vertonghen? Et j'ai également pensé à Toby Alderweireld. Voilà. Est-ce qu'il pourrait revenir? Est-ce qu'on ne lui demanderait pas s'il aurait l'envie de revenir? Je ne sais pas. Et un Vranks qui m'a un peu moins plu, lui, quand je l'ai vu, c'est quelques apparitions qui m'a un peu moins plu. Maintenant, voilà, tout Un est Vranks possible. en défense. Ouais, franchement, ouais. En tant que piston, pourquoi Ouais. pas. Moi, Ça, je C'est l'aurais. plus un 6. Ouais, mais moi, j'aurais fait reculer Vranks en défense. Ah oui. Voir un peu ce que ça vaut, parce que il m'a pas, en fait, Et il m'a tu pas vas énormément pour plu. ça, en fait. Il m'a pas énormément plu en milieu. Et je pense que il serait bon en défense. Maintenant, voilà, c'était Tedesco qui fait les tactiques. Je pense pas qu'il essayerait en défense, mais. Après, il avait quand même convaincu contre l'Azerbaïdjan. il était pas- Ouais, mais je l'ai pas trouvé transcendant Mais comparé à certains l'adversaire joueurs, est quoi. plutôt faible Ouais, aussi. c'est On ça. va pas se cacher, mais oui, il a plutôt convaincu. Maintenant, j'aimerais bien savoir, Hugo, ce que tu penses des défenseurs, toi. Ce que t'as Alors mis moi, dans ta je liste. joue sur pas mal de points, comme il faut absolument avoir théâtre, Maxime de Kuiper. Mais par contre, il y a des choix comme Dendoncker qui, on voit, est en difficulté depuis son transfert, il ne joue pas. Moi, je ne le reprendrai pas ni en tant que milieu, ni en tant que défenseur. Tout comme Vertonghen, qui pour moi se fait vieux. La vitesse a toujours été un problème. On sait bien qu'on va tomber sur des grosses équipes, où à l'heure actuelle, dans le foot actuel, la vitesse prime de plus en plus. Ouais. En saison, cette saison-ci, Anderlecht, Vertonghen, c'est des hauts, des bas. Il ne fait pas que des bons matchs. C'est pour ça que moi, j'irais plus vers peut-être une reprise de Toby Alderweireld qui convainc plus à l'Antwerp. À côté de ça, j'ai aussi décidé de prendre Théâtre et De Baas, parce que De Baas, il fait vraiment une très belle début de saison à l'Anderlecht. Et moi, le questionnement, c'est sur le back droit. Alors j'ai pris Castagne parce que Bah, c'est un peu on le est seul obligé de qui le joue prendre. là-bas. On n'a pas beaucoup de back. Mais ce que j'aimerais bien voir comme prise de risque de la part de Tedesco, ce serait de repositionner Alexis Salmakers en back droit. Parce qu'on l'a vu à l'AC Milan, il a fait pas mal de matchs, surtout quand il a commencé en back droit. Et c'est quelqu'un qui court énormément. Il a un cardio incroyable. Il peut faire des 80 minutes, 90 minutes, aller-retour tout le match. À côté de ça, techniquement, il est bon, il se bat et il a une bonne qualité de centre. Donc moi, j'aimerais bien voir une apparition de Salmakers ici en back droit. Et le dernier choix important pour moi et qu'il faut absolument pour cet Euro, c'est vraiment la présence d'Axel Witsel qui, on peut le voir malgré son âge et depuis son repositionnement en défense centrale, est très important à l'Atlético. Ouais, vas-y, Adri. Moi, je voudrais rebondir sur le cas Vertonghen. Alors oui, il se fait vieux, mais je pense que, encore une fois, on arrive dans ce sujet de cadre d'équipe. Bouger un Vertonghen, c'est bouger un cadre. Et je pense qu'amener la jeunesse, c'est bien, mais on peut pas bouger tous les cadres pour amener de la jeunesse partout. Alors oui, il n'a pas toujours convaincu cette saison, mais je pense que garder une mentalité comme la sienne et un cadre comme lui, ça peut être bien, même pour préparer les jeunes à d'autres matchs. Moi, je suis d'accord avec toi, mais c'est pour ça que j'aurais repris alors un Alderweireld ou un Witsel Ouais. pour essayer de cadrer. Ok, toi tu fais le switch Ouais, Vertonghen c'est Alderweireld. plutôt que j'ai toujours trouvé, et ça c'est personnel, Alderweireld plus convaincant, que ce soit par sa qualité de passe, que ce soit son agressivité ou même sa qualité de vitesse ou son jeu de tête par rapport à Vertonghen. Et je trouve qu'il commence vraiment à se faire vieux. On sait qu'il a 36 ans.
ça commence vraiment à être beaucoup. Ok. Ouais, ok. Alexis, tu avais... Bah, je voulais rebondir sur ce qu'il avait dit avec Alexis Salemakers. Ok. On se rappelle d'un match qu'on avait joué il y a maintenant plus d'1 an. C'était face à l'Allemagne. En Allemagne, à Cologne, en victoire 2-3. Bah, c'était un peu le lancement de cette génération. Et Alexis Salemakers avait été en deuxième mi-temps passé, si je ne m'abuse, back gauche par Domenico Tedesco. Et là, ça avait été catastrophique. Mais c'est pas son côté naturel. C'était pas son c'est côté naturel. Donc c'est pour ça que On peut... on peut toujours tenter de le mettre à droite en backup de Castagne. Castagne, pour moi, il faudra pas le bouger. C'est le Oui. genre de joueur, c'est un couteau suisse. Ça, c'est des joueurs qui... C'est l'anti-star, comme on dit. Il fait son boulot, il se tait, et voilà. Pour moi, Castagne devra jouer quasi tous ses matchs. Ne jamais sortir, on ne saurait pas sortir un gars comme ça parce que tu n'as personne. Mm. Tu n'as personne de back droit de formation, ou alors tu dois aller chercher à Hugo Siquet, mais pour moi, c'est trop court. Ah, moi, j'ai une question. Est-ce que Thomas Meunier, qui a fait un transfert cet hiver, est-ce qu'il serait possible de le rappeler ou pas? Est-ce que Tedesco a peut-être dans C'est sa compliqué. tête, est-ce que il peut le rappeler? Bah, Il a l'air de jouer. c'est compliqué, évidemment. Il a été blessé à très long moment, donc on ne sait plus vraiment son niveau. Il a rendu des services quand même à l'équipe nationale, donc il a jamais pris sa retraite non plus. Donc, Maintenant, je pense que ce qui il peut pourrait. déranger aussi Tedesco, c'est un peu toutes les sorties médiatiques que Oui. Thomas Meunier a déjà eues auparavant. Et je pense pas qu'il le reprendra. ok. Très honnêtement, même lui donner sa chance, je ne pense pas. Alors, en tout cas, on sait qu'il est là. Voilà, on sait que Il est maintenant, toujours là il est s'il toujours là. faut, mais Mais à mon avis, s'il y a des blessés, mais ouais, sinon, à mon part, avis- à part blessé, je ne pense vraiment pas que Tedesco reprendra. Meunier. Augustin, tu avais un truc à dire? Pour revenir rajouter sur ce qu'Hugo disait, moi je trouve qu'une personne comme Salmakers ou comme De Kuiper, ça peut être très intéressant pour un groupe, surtout qu'il faut penser qu'on n'a pas 26 mais 23 joueurs, donc les couteaux suisses sont très importants dans des compétitions pareilles. On en reparlera avec la tactique après, mais on sait que Tedesco a l'habitude de changer énormément ses compos, que ce soit 4-4-2, 4-2-3-1, 3-4-3. La Belgique, on aura besoin de beaucoup de joueurs qui savent jouer à plusieurs postes et ce sera hyper important d'avoir ce type de joueurs. Ok, donc moi je vais faire un petit rappel. Donc on a l'air d'avoir 4 adjoints boulonnables. Castagne, Debasse, Fass, Théâtre. Il y a Vertonghen qui est quasiment sûr parce qu'il a toujours été appelé. Il est titulaire depuis le début de l'ère Tedesco. Et puis il resterait une ou deux places en fonction de vos listes. On a parlé de Kuiper, on a parlé de Aldakil, d'Alderweireld ou Witzel qui pourraient revenir. Donc en tout cas pour l'instant c'est une liste qui est assez classique. Il n'y a pas forcément de surprise, peut-être des retours, mais oui, ça, en tout cas, Tedesco ne va pas révolutionner, en tout cas pour cette compétition, à mon avis. Donc maintenant, on va passer au milieu. Donc là, surtout la grande nouvelle, c'est que De Bruyne est revenu. revenu. De Bruyne est revenu de blessure, donc forcément, lui, il est instantanément dans la liste, c'est le capitaine. On va pas le bouger, etc. Donc maintenant, il faut faire avec d'autres milieux. Et Hugo, tu peux commencer. Tu peux me donner ta liste de milieux, Ouais, si c'est tu vois. vrai, Médéric, tu fais bien de parler de De Bruyne parce que c'est vraiment l'élément incontournable de notre équipe. Peut-être même la pièce maîtresse, sans lui on ne serait pas les mêmes. Je tiens à préciser que depuis que De Bruyne est revenu, c'est 9 victoires en 10 matchs pour Manchester City, 12 matchs et 12 assists, sans compter les buts. De Bruyne a vraiment une place importante à Manchester City et pour notre équipe. On ne peut pas se passer de lui. À côté de lui, Vermeuren qui vient de faire un transfert plutôt intéressant à l'Atlético. Pour moi, c'est peut-être le moment de le lancer d'abord en tant que remplaçant, bien sûr, parce qu'il y a des joueurs qui sont là, qui ont une place plus importante, comme Tielemans ou Aurel Mangala qui ont prouvé en équipe nationale. Et après, pour moi, j'ai 6 milieux. J'aurai 2 petits joueurs qui n'ont pas forcément été sélectionnés récemment, comme Romeo Lavia, qui pour moi a fait une incroyable saison la saison passée. Alors certes, ici, depuis ce transfert à Chelsea, il est un peu en difficulté, il a un peu du mal à avoir du temps de jeu, mais il faudrait peut-être essayer de le lancer, lui, comme Amadou Onana, dans les matchs, comme on en a parlé précédemment, contre l'Irlande et l'Angleterre, pour voir si oui ou non ils sont encore en jambes, parce que ça pourrait vraiment un gros atout d'avoir 2 joueurs costauds, et physiquement, et tactiquement comme eux. Ok. Adrien? Ouais, alors moi j'aimerais bien rebondir sur la question. D'abord, je vais rejoindre Hugo sur certaines choses comme Trossard, De Bruyne, Tielemans, évidence au milieu. Vermeeren, entièrement d'accord avec lui, le lancer, très, très bon joueur. Surtout depuis son transfert à l'Atlético, très plaisant.
Je pense que c'est vraiment intéressant de commencer à le lancer en équipe nationale, maintenant qu'en plus, il joue dans un club un peu plus grand comme ça. Maintenant, au milieu, je garderai moi Onana. Et alors là, j'ai fait le pari. Roméo Lavia, je rejoins Hugo. Maintenant, il est en balance. Parce que moi, j'ai un Carrasco qui me plaît aussi au milieu. Alors, il peut jouer à plusieurs rôles. Mais je vais vous énoncer vite fait ma liste d'attaquants si ça vous dérange pas. Parce que je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis Carrasco au milieu. Carrasco, ça sera en 10. Ouais, voilà. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis Carrasco au milieu. Alors, dans ma liste d'attaquants, j'ai fait un pari un peu risqué. Les habituels, hein, Lukaku, Openda, on connaît. Luke Bacchio, on connaît. Doku, on connaît. Maintenant, j'arrive sur Bakayoko. Et là, je vais faire parler tout le monde parce que je sais que vous n'allez pas être d'accord avec moi. Mais on retrouve un Michy Batshuayi. Voilà, qui manque un peu à l'équipe là dernièrement. Alors oui, voilà, Michy, il joue plus, on le connaît, hein, on connaît son niveau tous. Il joue plus dans un grand club. Voilà, il est plus un grand club européen. Mais je pense qu'un Michy Batshuayi, ça pourrait plaire, pas mal. Et maintenant, au niveau tactique, on le sait très bien. Je pense pas que si on continue à jouer le 4-3-3 tout le temps ou un dispositif à 3 attaquants, Batshuayi trouverait sa place parce qu'on a Openda et Lukaku. Mais dans un match où il faut faire tourner parce que les attaquants sont fatigués, je vois bien Tedesco passer sur un 4-4-2 et alors mettre Batshuayi devant. Et là, ça serait intéressant parce que Batshuayi jouerait moins et il serait un peu là en backup, on va dire. Donc moi, je pense que ce serait intéressant de reprendre Batshuayi dans les attaquants. Maintenant, je pense que la liste des milieux, elle est très claire presque pour tout le monde ici. Et donc voilà, les attaquants, la seule petite surprise des attaquants, c'était Batshuayi. Le reste, encore une fois, je pense que tout le monde s'y attendait. Doku, Lukaku, Openda, tout le monde s'y attend. Je pense qu'il n'y a pas de grande surprise dans ma liste d'attaquants. Ok. Augusta, ta liste des milieux et des attaquants, si tu veux, tu peux enchaîner à ça. Moi, j'ai juste envie de rebondir par rapport à ce qu'il a dit. Et tu penses pas que ce serait un risque de ne pas reprendre Bakayoko parce que on sait très bien qu'avec ces nouvelles règles et tout, il est possible qu'un joueur, s'il n'a pas un nombre de sélections suffisantes, il est toujours capable de changer de sélection. Est-ce que tu penses qu'il n'aurait pas justement cette envie de... on sait très bien qu'il voit rien, si je me semble. Bakayoko a déjà joué assez de matchs en équipe nationale que pour... Et si je peux rebondir juste sur ce que tu dis, Bakayoko est dans ma liste d'attaquants. Bakayoko est aligné, je l'ai mis dans ma liste d'attaquants. Oui, t'as pris un attaquant en plus. J'ai repris 6 attaquants. J'ai Lukaku, Openda, Luke Bacchio, Doku, Bakayoko, Batshuayi. Oui, t'as ajouté un attaquant en plus au lieu d'un milieu. Moi, j'aimerais... Vas-y. Pardon. Donc, moi, j'aimerais juste revenir sur 2 cas. D'abord, je vais revenir sur Lavia que mes 2 confrères ont parlé précédemment. Parce qu'on a vu dans les systèmes de Tedesco, dans les matchs, Onana est souvent le mec entre Mangala et lui qui est le plus reculé. Mais on sait très bien qu'à Everton, il n'a pas l'habitude de jouer un rôle si reculé que ça. Et donc, il a parfois des lacunes où on voit parfois que ça laisse des espaces dans son dos. C'est pour ça que moi j'ai pensé à un Roméo Lavia qui, devant une défense, sait gérer les espaces dans son dos, sait dicter un tempo, sait gérer, il est jeune, il va jouer les 10 prochaines saisons dans des grands clubs européens. C'est un futur grand et je pense que ce serait bien de pouvoir le lancer malgré qu'il ne joue pas beaucoup cette saison. Ensuite, j'aimerais bien m'attarder sur le cas de Tielemans. Pourquoi Tielemans ? Parce qu'aujourd'hui, Tielemans, il a 26 ans. Certes, l'année passée, il n'a pas été très bon et il a contribué, entre guillemets, à la mauvaise saison de Leicester. Mais cette année, on voit un tout nouveau Tielemans sous Unai Emery. Et Tielemans, comme je le disais, il a 26 ans. Pour moi, aujourd'hui, Tielemans, si on en avait parlé il y a 5 ans, c'était normalement le futur capitaine des Diables Rouges. Aujourd'hui, personne ne pense ça parce que Tielemans est un peu un talent gâché. Il avait tellement de potentiel pour aller tellement plus haut. Et c'est peut-être cet euro-là qui pourrait le mener vers beaucoup plus haut. Aujourd'hui, Tielemans, si on en croit des stats, des datas, il est vraiment dans les passes décisives dans le 2% supérieur dans le monde. Donc je pense que Tielemans doit passer ce cap qui le mènerait beaucoup plus haut qu'un club comme Aston Villa, même si Aston Villa est bien parti pour jouer la prochaine Ligue des Champions. Ok. Et Alexis, toi ? Je vais pas tout rappeler. Évidemment, vous avez déjà cité tous les noms, mais Lavia, je suis pas d'accord. Simplement parce que, ok, il a un grand talent, mais ce serait pour moi voler la place de quelqu'un. À partir du moment où tu n'as joué qu'un match officiel en étant remplaçant et que tu t'es blessé toute l'année, pour moi, il faut pas reprendre un gars qui est blessé. À voir sa deuxième partie de saison, mais il est pas prêt de revenir encore, même s'il se réentraîne. Revenir, c'est une chose, jouer, c'est une autre. Donc pour moi, il faut pas le reprendre. Oui, et puis il n'a pas le statut d'un joueur cadre de l'équipe encore. C'est pas un Eden Hazard à l'époque. Et je trouve que même Vermeeren, lui, a déjà prouvé.
même que c'est à l'Antwerp, mais à Vermeeren, c'est déjà plus légitime, on va dire, qu'un Romeo Lavia, même s'il joue à Chelsea. Maintenant, j'aimerais rebondir sur autre chose. Vous avez tous dit les noms des attaquants, etc. Je suis totalement d'accord avec vous. Adrien, je suis d'accord avec Michy Batshuayi, tu as bien argumenté. Mais moi, je ne reprendrai pas Michy Batshuayi pour reprendre un autre, Charles de Ketelaar. Charles de Ketelaar, qui depuis 2024, c'est quand même beaucoup d'assists, beaucoup de buts. Ici, c'est 29 matchs, toutes compétitions confondues, c'est pour 10 buts et 7 assists, si je ne m'abuse. Charles de Ketelaar, ça pourrait être quelqu'un qui peut jouer aussi en 10, en 9, enfin en faux 9. Et pour moi, la combinaison avec Kevin De Bruyne, ça peut très bien le faire, parce qu'ils ont plus ou moins le même jeu. Là où Doku et Lukaku s'entendent mieux, bah pourquoi pas De Ketelaar et De Bruyne. Après, voilà, je ne mets pas forcément De Ketelaar titulaire, mais je trouve qu'au vu de sa saison, et surtout sa deuxième partie de saison, ce serait plus que légitime de le reprendre. Mais ouais, voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. Je pense que au niveau du milieu et des attaquants, on va pas avoir trop de surprises. Oui, de toute façon, j'allais relancer De Ketelaar parce que vous ne l'avez pas encore cité. Hugo, tu voulais dire quelque chose? Ouais, moi j'ai juste une petite remarque à faire. Alors je suis d'accord pour le cas de Ketelaar. Totalement, il mérite sa place. En plus, on sait bien que c'est un véritable couteau suisse. Il peut aussi bien jouer pivot que centre-avant qu'ailier. Mais si on suit la logique d'Alexis, Denis Luque-Bacchio n'a clairement pas sa place à l'heure actuelle dans la sélection nationale. Je m'explique. Depuis son transfert à Séville, il est à 12 matchs, 2 goals, 1 assist. À côté de ça, il est blessé depuis le 9 décembre. Ça fait bientôt 4 mois qu'il est blessé. Il aura quoi, 2-3 mois pour reprendre. On ne sait pas ce qu'il vaut. Alors qu'à côté, il y a Carrasco qui certes est en Arabie Saoudite, mais a toujours fait ses preuves aussi en équipe nationale. Ou des joueurs comme Trossard, Bakayoko qui sont là, à qui on ne peut pas enlever leur place. Et pour moi, il n'a clairement pas sa place non plus de Luque-Bacchio. Okay. Carrasco, je le reprends évidemment sans souci, mais Luque-Bacchio, la différence avec par exemple un Lavia, c'est que Luque-Bacchio a déjà un peu prouvé en équipe nationale. Alors même si ses stats sont pas folles à Séville, il va revenir bientôt, je crois, d'une longue blessure. Je pense que c'était un peu la surprise des premiers matchs de Tedesco. Faut pas oublier, il avait fait 2 assists, je crois, pour Romelu Lukaku contre, il avait été contre la Suède. fort, En Suède, le premier match de Tedesco finalement. C'était un peu la patte Tedesco, comme on dit, avec Aurel Mangala aussi. Donc pour moi, reprendre Luque-Bacchio, s'il revient en forme en cette fin d'année, ce serait plus que logique aussi. Oui, en tout cas, on a cité énormément de noms en tant que milieu et les attaquants. On va faire, bien sûr, on fera un rappel sur nos réseaux sociaux, la mi-temps BE, sur Instagram et TikTok, de la liste complète du podcast. Donc forcément, il y aura des visuels de la liste de chaque chroniqueur et de l'équipe. Bien sûr, vous pouvez nous retrouver là-bas et on peut s'arrêter. Maintenant, nous allons parler un peu plus tactique et de notre cher Tedesco national, qui, je rappelle, a pris le poste le 8 février 2023. On va parler du système de jeu qu'il pourrait mettre en place, de l'évolution depuis Martinez, et si on est satisfait du jeu actuel des Diables Rouges. Chaque chroniqueur va avoir sa propre petite question et va essayer de nous convaincre ou de nous parler de cette question-là pendant 1 minute. Le premier, ce sera Augustin. Et Augustin, que penses-tu actuellement du jeu qu'on produit jusqu'à maintenant? Moi, je trouve qu'il est encore perfectible, mais je dirais un gros coup de chapeau à Tedesco parce que, justement, en l'absence de De Bruyne, il a su s'adapter de ses forces en présence. Il a su jouer un football de contre avec les joueurs comme Bakayoko ou Doku, des joueurs qui ont été très dominants. On écarte beaucoup. Luque-Bacchio a eu sa chance, Bakayoko a sa chance, Doku explose totalement sous ce maillot des Diables Rouges. Un jeu écarté pour eux, essayer de provoquer pour amener des centres pour Lukaku. Lukaku est encore beaucoup plus décisif. Il s'est bien remis de sa Coupe du Monde complètement ratée. Donc moi, je peux dire une seule chose. On peut que être satisfait des débuts de Tedesco. C'est encore perfectible, mais il ne faut pas oublier, il n'a que depuis 1 an et demi. Oui, donc tu es plutôt satisfait du jeu qu'on a produit jusqu'à maintenant et de l'équipe belge. Ok. Hugo, est-ce que le bilan... Là, on va plus aller sur le bilan que le jeu. Est-ce que le bilan de Tedesco, pour toi, t'a convaincu pour cet Euro? Est-ce que tu te sens confiant? Moi, c'est vrai que je trouve que Tedesco fait quand même, après tout, du bon travail. Mais
ça reste encore assez compliqué à l'heure actuelle de dire si oui ou non il fait réellement du bon Mhm. travail par rapport à Martinez, à qui on sait qu'on a quand même atteint la demi-finale de la Coupe du Monde, Mhm. avec qui il y a eu des résultats. Il avait quand même la génération dorée, celle qui était censée nous ramener des titres. Ici, on voit bien que Tedesco, il doit un peu reconstruire tout ça. Il y a des cadres qui partent, il change de tactique. De son côté italien, allemand, il essaye de jouer une stratégie beaucoup plus défensive, solide, organisée, repartant sur des comptes, ce qui est totalement à l'inverse de Martinez. Les résultats sont satisfaits, mais je trouve il faut quand même faire attention parce que contre les grosses équipes, on a tendance à faire des petites égalités, à prendre des goals. Quand on gagne 2-0, 3-0, qu'on prend un goal, en général le deuxième tombe derrière, il y a du doute. Et il faut vraiment faire attention, je ne suis pas sûr qu'on ait les joueurs pour jouer tactiquement comme ça en défense. Ok. personnellement. Mais d'ailleurs, ça va être à la suite de la prochaine question pour Alexis. Mais est-ce qu'on regrette Martinez ou pas avec l'arrivée de Tedesco? Bah, je ne pense pas. Alors évidemment, comparer 2018 et 2022, c'est pas possible de comparer ça. Mhm. Parce qu'en 2018, tu étais capable de jouer à 3 défenseurs. Et maintenant, non. T'es plus capable, même à 4, c'est compliqué des fois. Je pense qu'il faut pas le regretter. Je pense que Martinez était un peu têtu sur certains points, surtout en 2022. Je pense que certains joueurs n'étaient pas du tout d'accord avec sa tactique et l'ont fait savoir. À mon avis, on ne sait pas tout ce qui s'est passé dans le vestiaire. Il y avait des rumeurs de bagarre entre Vertonghen et Hazard, j'ai pas trop bien compris. Enfin, c'est pas le sujet. Pour moi, il faut pas le regretter. Tedesco a remis un système pertinent. Un 4-3-3, c'est plus que pertinent pour une équipe pareille. Je pense que il faut pas s'inquiéter, on saurait pas faire mieux de toute façon. Mhm. Défensivement, on saurait pas faire mieux, on fait avec ce qu'on a. Et je pense que Tedesco utilise peut-être la meilleure tactique pour le moment. D'accord. D'ailleurs, comme tu as dit, avec la défense, on fait ce qu'on veut, mais Andrea, est-ce qu'on est rassuré par cette défense? On sait qu'on n'a pas vraiment de défenseurs d'élite comme que certains pays peuvent avoir, comme la France, où il y a vraiment beaucoup de défenseurs d'élite, Ouais. et qu'on a toujours ce problème de vitesse en axe central. Donc, est-ce qu'on est vraiment rassuré? Bah, moi, je reviens sur ce que tu dis, problème de vitesse, hein, très clairement, Mhm. le problème de vitesse est là. Maintenant, l'idée de rassurer par la défense, bah, la question, faudrait la poser, en fait, concrètement, faudrait la poser à Castells, qui a joué avec cette défense là pendant la préparation, pendant les matchs pour se qualifier qualification. pour de qualification. Donc je pense que la question devrait être posée à Castells. Maintenant, je pense que oui, cette défense, elle rassure. Maintenant, elle a quelques faiblesses qu'on connaît, comme la vitesse, etc. Mais je pense que, voilà, avec certains cadres comme on a, du style Vertonghen, Alderweireld qui n'est plus là malheureusement, on aimerait bien qu'il revienne. Mais je pense qu'avec ces certains cadres-là qui peuvent amener quelque chose aux jeunes, leur montrer un peu cette grinta comme on dit, je pense que cette défense peut rassurer et on peut... Alors oui, clairement, de nom, les Français ils ont une défense impeccable, elle est magnifique. Mhm. Mais je pense que voilà, avec un peu d'entraînement, un peu de travail, notre défense pourrait aussi égaler des défenses de grands pays parce que voilà, il faut le dire, les jeunes ils ont une marge de progression qui est énorme. Et voilà, je pense qu'on a quelque chose à faire avec cette défense. Moi, j'ai une question bonus parce qu'il y a bien sûr les prochaines échéances qui arrivent. On sait que bientôt on va jouer contre l'Angleterre. Est-ce que ce serait pas là vraiment le test que la Belgique attend vraiment? Parce qu'il y a l'Irlande forcément avant, mais les matchs de préparation avant l'Euro, c'est le Luxembourg et le Monténégro qui sont pas vraiment des équipes de haut de tableau qui sont dans les favorites. Est-ce que l'Angleterre c'est vraiment le test qu'on attend tous plus ou moins? Vas-y Alexis. Bah, je pense que oui, c'est évidemment le test de l'année. Il y a eu le test l'an passé avec l'Allemagne. Mhm. Le moment, c'était une Allemagne malade. Ici, l'Angleterre, c'est peut-être le favori avec la France et la meilleure équipe d'Europe. Quand on voit ce qu'ils ont, ils ont trop de joueurs. Mais non, Oui. mais c'est vrai, ils ont Non, même non, trop c'est de vrai. joueurs que c'est même très Et difficile. qui sont pour très en forme surtout. très en forme, et c'est même difficile pour un Gareth Southgate de composer une équipe forte, soudée, parce que t'as tellement de choix que tu ne sais pas en fait qui choisir et qui mettre, et après il n'y a pas les automatismes, etc. Et surtout le point fort de l'Angleterre c'est la vitesse. La Jusqu'à vitesse preuve avec du contraire, Bukayo Saka, sur les Rashford, côtés, sur les côtés ça. Bellingham, c'est sûr que ça ça va va très aller vite. très vite. Donc, Un Harry Kane qui peut-être gagnera enfin un titre. Mhm. Pour moi, c'est le test parce que c'est quand même à Wembley, c'est un des plus gros stades d'Europe. Ça va être une ambiance de fou. Ça va être un peu l'Euro avant l'heure. Ok, ouais. Mais il faut pas
L'Angleterre a 3 jours avant un match contre le Brésil. Mhm. Donc ils feront peut-être aussi tourner. Donc il ne faudra pas se baser que sur ce match-là. Mais Pour nous, en tout cas. pour nous, ce sera déjà un beau match pour voir où on en est. Une Ok. petite fierté si on gagne. Qu'est-ce qu'il a dit, Hugo? Ce sera sûrement une petite fierté. Ah, si bah on ça, gagne. c'est Ouais, toujours je un pense. match de prestige contre l'Angleterre, donc C'est clair. forcément. Moi, veux je dire voudrais quelque juste chose rebondir sur ce qu'Alexis vient de dire. C'est très intéressant, l'histoire de faire tourner après le match contre le Brésil. Je pense que là, on est à la limite entre match de préparation et match piège. Parce que pour moi, ça va être le match piège par excellence. Parce que Tedesco qui se dit je vais jouer contre l'Angleterre va aligner son équipe, à mon avis, son équipe type. Il va faire ça. Mais l'Angleterre, pour moi, après le match contre le Brésil, risque de pas dévoiler ses cartes contre une équipe européenne qui joue également l'Euro. Donc pour moi, l'Angleterre va faire tourner. Et là, on risque de tomber dans un match piège qui va peut-être nous mettre en confiance. Peut-être pas, je sais pas comment ça va se passer, mais je pense que voilà, pour clôturer cette séquence, c'est très intéressant de dire que ce match peut vraiment venir se transformer dans un match piège, exactement comme on en a vu dans plusieurs autres cas. Hein. Ici, je pense que l'Angleterre va faire tourner son effectif. Peut-être que Tedesco aussi, je sais pas. Maintenant, on verra. La réponse, de toute façon, ne viendra pas pendant les matchs test, mais vraiment à l'Euro. Enfin, on va passer à la partie spéculation de la rubrique. Un peu science-fiction avec les grands favoris, les pronostics et le parcours de la Belgique à l'Euro 2024. Première question, qui pour vous sont les 3 grands favoris de cette compétition? Alexis, est-ce que tes 3 grands favoris pour la compétition? Bah, j'en ai surtout un, c'est la France. Ok. Le deuxième, l'Angleterre. Et le troisième, j'ai une hésitation entre l'Espagne et le Portugal. Ok, ça va. Adrien, est-ce que toi t'as tes 3 favoris ou Alors, moi, j'en avais 4. Hein, mais 4? tant pis, je vais en énoncer que 3. Je vais devoir en enlever un. Bah, moi, je vois bien déjà la France et l'Angleterre. Pour moi, Ok. c'est pas négociable. Maintenant, troisième, j'hésitais entre l'Espagne et l'Allemagne. Moi, je mettrais l'Espagne. Mais je me dis, l'Allemagne, ils peuvent pas flop, ils sont chez eux. Ils sont chez eux, ils peuvent pas. Mhm. On les attend au tournant. Depuis quelques années, la Mannschaft, c'est plus ce que c'était. Ils ont un Euro à domicile, on les attend au tournant. Donc, voilà, moi. Et avec le retour de Toni Kroos, voilà, évidemment. exactement. Moi, je pense que cette équipe va nous surprendre. Voilà. Ok. Est-ce que ce sera assez pour réussir le Euro? Je ne sais pas. Mais je pense que comme ils ont perdu quasi tous leurs matchs depuis maintenant 2018, peut-être que personne ne les attend. Et c'est là où justement, quand personne t'attend, bah, tu réagis. Et en plus, t'es chez toi, donc t'as quand même intérêt à... Ouais. Et on sait que la Mannschaft, c'est quand même la Mannschaft. Après, 4 étoiles sur le maillot, ça se défend. C'est pour Et ça- je pense très honnêtement qu'ils vont aller faire C'est pour peut-être ça une que- demi-finale. Ouais, c'est pour ça que moi je vais contredire Alexis dans son Portugal. Moi je vois pas du tout le Portugal sortir de l'Euro gagnant. Hein. Donc, franchement, je vois pas le Portugal. Quand je vois les groupes qu'il y a, quand je vois les équipes Tu qu'il y a. vois pas Martinez soulever le titre? Non, je vois pas. Non, je vois jamais. Je suis désolé, je vois pas le Portugal gagner l'Euro. Pourtant, c'est la meilleure attaque des Ouais, qualifications. c'est vrai. Après, je vais pas vous mentir, dernier Euro, on les attendait pas. Hein. Euro 2016, 2016, on les attendait pas non plus. Hein. Ça date. On les attendait pas non plus, ils ont gagné. Maintenant, je pense que, honnêtement, l'Espagne, la France, l'Angleterre, c'est nettement au-dessus. Ok. Et toi, Alexis, Augusta, pardon, c'était 3 favoris? moi, je partirais comme Alexis sur l'Angleterre, la France et le Portugal. Simplement pourquoi? Parce que le Portugal, c'est comme la France, comme l'Angleterre, ça a des joueurs de classe mondiale à chaque poste, ça Mhm. a des remplaçants de classe mondiale à chaque poste. Ça, et sur une compétition, on sait que ça compte. On n'a pas la chance en Belgique de pouvoir avoir ce luxe qu'ont ces 3 sélections. Et c'est pourquoi je vais pas faire dans l'original, mais je choisis ces 3 clubs pour moi qui sont. Et si je devais revenir un peu sur l'Allemagne, ok, ils peuvent évidemment faire un beau tournoi parce qu'ils sont chez eux, mais de là à dire qu'ils sont favoris, je n'irai pas jusque-là. Ok. Et toi, Hugo, je sens que t'as une petite surprise, t'as une petite touche à toi. Tes Moi, 3 déjà- favoris, ce serait La quoi? petite touche d'Hugo. Moi déjà, je tiens à revenir sur les propos d'Augustin pour une chose. Je vois pas du tout l'Allemagne gagner Mhm. cet Euro. Il reste sur 2 défaites, 2-0 contre l'Autriche et 2-3 contre la Turquie. Un match nul contre le Mexique 2-2. Ils ont une défaite contre nous aussi qui date d'il y a pas très longtemps. Mhm. Leur gros match, ils sont totalement passés à côté à chaque fois. Après, concernant mes favoris, moi, certes, contrairement aux autres, il y a des petites surprises. Sans surprise, la première équipe est le grand favori, la France. Je Ouais. pense que ça, que ce soit en ça. Coupe du Monde ou en Euro, la France, on sait bien qu'elle est là, qu'il y a des gros joueurs, un gros effectif, des joueurs comme Mbappé qui peuvent faire la différence en 2 secondes. Mhm. Et ensuite, moi, je verrais bien l'Espagne et l'Italie. Pourquoi pas gagner Ok. cette Euro.
Et l'Italie, pourquoi l'Italie? Parce que c'était le seul à avoir à citer Et l'Italie. pourquoi pas? Parce qu'il est italien. Oui, il y a sûrement un côté affectif, mais Espèce de chauvin. Il y a- Côté affectif, c'est vrai. il y a sûrement un côté affectif, mais à mon avis, il est aussi un peu objectif, À côté j'imagine. de ça, je tiens juste à rappeler que l'année passée, rien qu'en Champions League, en demi-finale, on avait 3 clubs italiens. Allez. En finale, on avait de nombreux Italiens qui Mhm. étaient là, comme Barella, Bastoni, Di Marco. On a encore des joueurs comme Chiesa qui sont revenus de blessure il y a certes un petit temps. Et on sait bien qu'en équipe nationale, c'est pas exactement la même chose qu'à la Juve. En général, il est beaucoup plus à l'aise. Il y a Berardi aussi, notamment, pour amener du danger. Donc, les armes offensives, on les a. Et on peut voir que l'Italie a quand même un effectif assez complet, que ce soit dans son milieu, dans sa défense. Il y a des bons joueurs dans tous les postes. Alors, ils ont peut-être une équipe sur papier moins forte que la France ou même peut-être l'Espagne. Mais on sait bien que l'Italie en compétition, que ce soit en Euro ou en Coupe du Monde, c'est jamais une Italie de match amical ou de qualification. Et on a pu voir ça à la dernière Euro où personne ne les attendait. Et en finale, ils ont quand même sorti l'Espagne, l'Angleterre en finale et en quart de finale, n'oublions pas la Belgique. Mais j'ai quand même une question, moi, hein, parce que là, on va te parler d'Italie, on va te parler de la Coupe du Monde. Ça fait combien de temps que l'Italie a pu être en Coupe du Monde? Parce que bon, C'est vrai qu'ils n'ont plus été en Voilà. Coupe du Monde. Ouais, mais Je tiens juste faut à pas dire oublier que les deux contre- dernières Coupes du Monde, l'Italie n'était pas là. Donc, est-ce que ils ont gagné le dernier Euro, on peut pas le relever. ils Mais sont tenants du titre. Hein. Est-ce qu'ils vont se rattraper? Moi, Est-ce je qu'ils vont se tiens, rattraper? je tiens juste à dire que pourtant j'aime la Belgique, mais je réponds à ses propos. La Belgique vient en Coupe du Monde en Euro chaque année, mais ne remporte rien à chaque fois. Ah oui, il a raison. Il a pas tort, L'Italie il a se raison. pointe Il une a pas fois- tort, il a raison. L'Italie se pointe une fois en 12 ans et remporte cette coupe. Il Ouais, a- il a il a totalement raison, raison. il a raison. Il n'a pas tort On parce peut pas que lui pour la Belgique, ces dernières années, a toujours été dans une position de plutôt favorite et elle n'a jamais, on va dire, sauf à la Coupe du Monde en 2018 en demi-finale. Là, l'Italie, elle est un peu en mode sous-marin, on l'attend pas trop, mais on sait que c'est toujours un match piège. L'Italie, on veut pas tomber contre eux, personne ne veut tomber contre eux parce qu'ils ont, voilà, ils ont une tactique un peu défensive, toujours un peu chiant à jouer contre eux, mais c'est vrai qu'elle fait partie, en tout cas, si elle n'est pas favorite, elle fait toujours partie des outsiders qui sont pour la victoire finale. Alexis, tu voulais... Et on parlait du fait qu'on pourrait juger Tedesco seulement après l'Euro. Mhm. Il faut aussi rappeler qu'après l'Euro, on va jouer justement dans ce groupe de Ligue des Nations contre la France, l'Italie et l'Israël. et l'Israël qui, Ah. ce sera le petit pousset sans doute. Mais voilà, Tedesco devra aussi assurer après l'Euro. C'est pas seulement l'Euro, c'est pas seulement l'Euro, il y a aussi la Ligue des Nations. Mhm. Et ça, je pense que beaucoup de gens attendent, je vais pas dire des revanches, mais l'Italie et la France, c'est quand même ceux qui, ces dernières années, nous ont un peu privés de tous ces titres qu'on aurait pu peut-être conquérir. Est-ce que d'ailleurs Tedesco, on sait son contrat va jusqu'à quand? Jusque C'est jusque 2026, 2026, donc la Coupe du Monde. en principe, oui. En principe. Après, on espère que ça se passe quand même bien pour la Belgique parce qu'à tout moment, ils pourraient faire les frais, mais je pense quand même que c'est plutôt satisfaisant pour l'instant. D'ailleurs, en parlant des Diables Rouges et de la Belgique, quel sera le parcours de notre équipe nationale dans cet Euro? Est-ce qu'ils vont gagner? Là, voilà, dans vos favoris, vous les avez pas cités, mais est-ce que quand même vous les voyez faire un parcours plutôt bon ou plutôt décevant? Quel est le parcours que vous voyez à la Belgique? Adrien? Bah, moi, le parcours que je vois à la Belgique, maintenant, je m'attends pas à grand chose. Enfin, Déjà, est-ce qu'elle sort première de son groupe ou pas? bah, Est-ce qu'il honnêtement, faut calculer pour essayer d'éviter la non, France? je pense que je veux pas attaquer, mais on va pas faire comme l'Angleterre en 2018. Mhm. Voilà, si je peux me permettre. On va pas commencer à calculer. Je pense que si on veut faire nos preuves, on a intérêt à sortir premier de notre groupe parce Mhm. que le groupe est relativement faible Oui. comparé à des groupes qu'on a déjà connus. Notre dernier groupe de la Coupe du Monde, hein, il était vachement, le niveau était supérieur. Après, maintenant, c'est la Coupe du Monde. Ici, on parle de l'Euro. Mais je pense que sortir premier du groupe, bah, c'est honnêtement la moindre des choses quand on s'appelle la Belgique de sortir premier de ce groupe. Mhm. Maintenant, est-ce que je m'attends à voir la Belgique Est-ce que tu les gagner tends? l'Euro? En tant que grand Belge, bah, un peu chauvin, j'aimerais beaucoup qu'elle gagne l'Euro. Maintenant, je pense pas. Je pense que sur papier, en tout cas sur papier, parce que le foot, c'est pas des maths, on le sait très bien. On a déjà été surpris plusieurs fois, comme le Maroc de la dernière Coupe du Monde, qui a vraiment impressionné. Non, je pense que le foot, c'est pas des maths, mais sur papier, je vois pas la Belgique gagner cet Euro. Une petite demi-finale, ce serait. Demi-finale. Je C'est pense plutôt que un bon C'est parcours, un bel hein. objectif. C'est un bel objectif. Ok. une Pour une demi-finale. première compétition sous l'ère Tedesco, Ouais, voilà. c'est pas mal avec Voilà. une équipe assez jeune, on le rappelle. Le milieu, il est très jeune, Mhm. c'est très. Voilà, on a changé les cadres, on se renouvelle, donc Et au demi-finale, final- ce serait pas Ouais, et au si final, mauvais. pourquoi pas
sur un malentendu, pourquoi pas jouer une finale ou gagner, mais voilà. Après, si on joue Encore une finale, fois, les finales, ça joue pour gagner. Donc, ouais, les finales, on la joue pas, on la gagne, c'est clair. donc, mais voilà, je pense que. demi-finale, ce serait. Voilà. Demi-finale, c'est un beau pas. Je pense qu'on pourrait tous être. Avant, contents ce serait de- plutôt décevant. Voilà, quand ouais. même. Bah, Pour le statut en de la tout cas, Belgique. sortir du groupe, c'est certain. Je pense que au moins quart de finale. Mhm. Si on va pas au moins en quart de finale, ce serait décevant. Ok. Hugo, toi, tu verrais plus ou moins la Belgique à peu près le parcours. T'es d'accord avec ce qu'a dit Adria ou pas? Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Adrien. Je vois pas la Belgique se faire sortir directement, fatalement. Ils doivent se qualifier premier. En tombant contre les deuxièmes, ils ont encore des chances de se qualifier. Ils peuvent aller loin. Ils ont des armes, des atouts. Rien n'est fait à l'avance. Mais ça va quand même être compliqué d'aller chercher une demi-finale ou une finale. Étant donné que certes, on n'a plus perdu depuis la défaite contre le Maroc, et ça on s'en souvient tous. Mhm. Mais que les derniers gros matchs, outre le match contre l'Allemagne qu'on a gagné, ont été quand même assez compliqués. On peut se rappeler le 0-0 contre la Croatie le 1er décembre 2022, un tout petit peu après cette Coupe du Monde. 1-1 contre l'Autriche le 17 juin. Le 1-1 contre la Suède le 16 octobre 2023. Alors oui, on met des 5-0 au Pakistan, mais il va falloir aussi en mettre contre la Croatie. Ok. C'est vrai qu'on a battu quand même pas mal d'équipes assez faibles sur le papier. Augustin, comment tu vois la Belgique lors de cet Euro en Allemagne? Alors moi, je pense que la Belgique terminera première, tout simplement parce que elle a les armes et elle a une revanche à prendre sur le grand public par rapport à son échec lors la précédente Coupe du Monde. Après, je pense que les quarts de finale, vu l'équipe que nous avons, est largement atteignable, mais il ne faut pas oublier qu'en quart de finale, si la France termine première, et ce qui va être le cas, à moins d'un énorme retournement de situation, on aura un France-Belgique en quart de finale. Et on connaît la puissance française. Mais bon, sur un match, tout est possible. Et là, justement, j'ai pas envie de me prononcer plus que ça par rapport à cela. Je pense que les quarts de finale sont largement accessibles et que si nous remportons ce match, tout est possible. C'est Ok. certes une réponse facile, mais je pense que c'est la réalité. Aujourd'hui, on ne peut pas se baser, essayer de tirer des points sur la comète. Ce match va déterminer beaucoup notre Euro et il faudra vraiment sortir la tête haute, même si nous est battu. Ok, donc pour toi, le point de référence de ce tournoi, c'est le quart de finale, potentiellement contre la France, qui ferait soit qu'on soit éliminé, soit qu'on pourrait viser le titre pour toi. Parfaitement. Ok, Alexis, toi, quel est le parcours des Il Diables? faut pas oublier que, bon, évidemment, oui, on va peut-être jouer sans doute la Mhm. France en quart de finale. Mais même si on vient à passer ce match contre la France, on risque de jouer l'Angleterre. Oui, c'est la partie du En tableau en qui est demi-finale. Donc, assez haute. quoi qu'il arrive, on va jouer des gros. Bon, ça, on le savait. Oui, mais- Pour gagner un euro, il faut gagner contre les gros. Maintenant, voilà, il faut pas comparer les autres générations. Il faut pas parler de revanche contre la France. C'est pas du tout la même équipe. Oui, la plupart des cadres La ne sont plupart plus des là, cadres ne ils sont ont plus pris là. leur Quand tu retraite. regardes une photo, j'avais vu une photo l'autre jour de l'équipe contre le Brésil. Je crois qu'il restait 3 ou 4 joueurs grand max. Bah, il Il, reste il- De il Bruyne. restait De Bruyne, Vertonghen, Courtois. Et encore Et encore Courtois. Et il restait aussi évidemment Romelu Lukaku. Donc oui, ça va être un parcours difficile. Maintenant, je pense que un quart de finale, ça doit être le minimum. Mhm. Et de toute façon, pour moi, il faut viser le titre. Oui, Tu vas pas à un euro tu vas pour pas- ne rien faire. Mais un euro réussi, ce serait pour moi une demi-finale. Ok, une demi-finale. Ce serait à minima le quart, mais une à demi-finale. minima le quart pour pas que ce soit ridicule. De toute façon, on doit se rattraper de la dernière Coupe du Monde. Parce absolument, que, absolument. Sinon, c'est. Après, voilà, les euros jusqu'à présent, les 2 euros qu'on a vus dans notre vie, c'était Euro 2016, quart de finale, perdu contre le Pays de Galles. Mhm. Euro 2021, quart de finale perdu contre Toujours quart de finale. Hugo, ça hein. rappelle l'Italie. 2 fois en quart de finale qu'on a. Et on a 2 jamais fois été des plus loin. déceptions. pour Donc l'instant. j'espère qu'on n'aura pas de déception parce que c'est des matchs qu'on aurait pu gagner. Oui. Et j'espère vraiment qu'on va pas avoir ce scénario-là parce que on retomberait un peu dans une spirale négative avec des médias qui vont dire qu'on n'est pas capable, encore une fois, de gagner des gros matchs. Et ce serait quand même... on remettra en cause la tactique de Tedesco qui, jusqu'à présent, est plutôt correcte. A été plutôt bonne et a fait des choix judicieux. C'est vrai, donc on s'est arrêté 2 fois en quart de finale. On espère aller plus loin cette fois-ci, mais ça va être assez difficile. Il y a quand même des grosses équipes avec l'Angleterre, la France que vous avez cité, le Portugal, l'Italie, l'Espagne. Donc ça va être un euro assez relevé. On dit souvent que l'euro est plus difficile à gagner que la Coupe du Monde
pour C'est Thomas Meunier qui avait dit ça. Donc, c'est Thomas Meunier qui avait dit ça. Donc, c'est ce qui est assez vrai parce qu'en Europe, il y a vraiment des grosses nations. Donc, oui, on espère quand même un beau parcours des Diables Rouges, surtout pour après ce désastre qui s'est passé au Qatar. Donc, la dernière question, c'est pour vous, qui gagnera cet Euro 2024 ? Qui vous voyez soulever le trophée en été, en juin, en Allemagne ? Adrien, qui pour toi est le gagnant de l'Euro au moment T où on Au parle. moment T, le gagnant de l'Euro, je vais pas vous dire de pronostiquer sur ce que je dis, hein, parce que j'ai pas envie de vous faire perdre votre argent, mais au moment T, le gagnant de l'Euro, l'Angleterre. L'Angleterre ? Ouais. Tu les vois, c'est quoi ? Leur attaque, leur défense, tout. Tout, l'équipe. Tu penses que c'est la maturité, c'est l'équipe Je pense qui que est mature. on arrive à un moment où l'équipe a des jeunes joueurs talentueux, hyper Mhm. talentueux. Elle a des cadres un peu plus âgés fatalement, mais aussi hyper talentueux. Je pense que le groupement des deux, entre les jeunes et les plus âgés, plus le coach, je pense que là, on arrive à un moment où c'est un peu comme la Belgique en 2018, c'était son année. Ouais. Bah, l'Angleterre, cette année, pour Ouais, moi, c'est surtout son ce qu'ils année. ont montré à la Coupe du Monde contre la France, c'était Ouais. c'était vraiment une grosse prestation. Ils se sont fait avoir, voilà, parce qu'ils Ouais, ont je pris. pense que là, cette année, l'Angleterre va un peu faire. Ouais, peut-être Faire taire des gens, quoi. que la demi-finale, si demi-finale il y a entre la France et l'Angleterre, on n'espère pas évidemment, mais ce serait peut-être la finale avant l'heure. Oui. Ce serait peut-être le Ouais. France-Belgique de 2018. De toute Ouais, façon, on sait que ce côté de l'arbre, c'est le pense, côté ouais. le plus difficile. je pense que Comment si l'Angleterre joue contre la France en demi-finale, le gagnant sera le gagnant de l'Euro. Ouais. Ce qui est, bah oui, c'est les deux gros favoris. Donc sur papier, normalement, ce serait ça. Moi, honnêtement, je mets L'Angleterre. première place l'Angleterre. Ok. Hugo, toi, ton gagnant de l'Euro, au moment entier où on parle, Moi, honnêtement, pour moi, ça serait la France, mais la France. être un peu plus original et pas rester que sur la France et l'Angleterre. Tu vas nous sortir l'Italie. Non, je dirais l'Espagne. L'Espagne ? Tout honnêtement, parce que Ok. quand on voit leur parcours, certes, ils ont eu une défaite le 28 mars Mhm. face à l'Écosse 2-0. Sinon, leur parcours en qualification, il est presque irréprochable. En 8 matchs, ils ont quand même marqué 25 goals, encaissé seulement 5 goals. C'est une machine. Il y a des machines dans le milieu de terrain. On peut penser à Gavi, à Pedri, À Rodri surtout. à Rodri de Manchester City. Mais ce que je voulais vraiment pointer avec Gavi et Pedri, c'est vraiment leur maturité à leur âge. Rodri, Faut pas oublier que Gavi est sans doute out pour l'Euro. Il sera out. Donc c'est quand même un point négatif pour l'Espagne. Et désolé de te couper Hugo, mais Pedri, je trouve Non, tu fais très bien. honnêtement que l'Espagne est en train de l'user. Que le Barça est en train de l'user et ce je suis joueur d'accord. est en train de se fatiguer et ils sont en train de le tuer tout simplement. Pour moi, je le pense très honnêtement. Ils sont en train d'user ce joueur et je me demande si ce sera pas l'Euro, ce sera pas les matchs en trop pour lui. moi je suis d'accord avec ça. C'est vrai qu'il joue énormément de matchs, Pedri. Je pense juste qu'à partir du moment où on a une vingtaine d'années, un peu plus, qu'on gagne des sommes astronomiques à l'année, on peut au moins bouger ses fesses sur le terrain. C'est pas mal dit. En tout cas, Il a dit les l'Espagne, termes. l'Espagne qui a déjà été en finale en 2021 contre l'Italie, donc ils ont déjà de l'expérience Oui, en demi-finale. oui. en finale contre l'Italie, non ? Ah non, c'était C'est Angleterre. Ouais, c'était l'Angleterre. Angleterre et Italie. Mais voilà, en 2021, ils ont déjà l'expérience, donc ils ont déjà des bases sur quoi. Et ils ont gagné la Ligue des Nations. Ils ont gagné aussi la Et Ligue ils des avaient perdu au Nations. penalty aussi, l'Espagne, hein, contre l'Italie. Ouais, ça Ouais. s'était joué au pénal. Donc c'était vraiment ils étaient tout proches. Bon, il y a eu la Coupe du Monde, voilà, on sait que voilà, c'était pas non plus la joie, mais voilà, c'était quand même un groupe jeune, c'était une nouvelle dynamique. Il y a eu aussi pas mal de changements d'entraîneur, donc c'est quand même une équipe à faire attention. L'Espagne est en effet à tenir. à l'œil. Oui, c'est toujours un outsider dans un euro, quoi qu'il arrive. Mais moi j'aimerais relancer un peu le débat. Parce qu'on dit nos favoris, mais j'aimerais bien savoir qui, selon vous, seront vos flops. dans cet Attends, Euro. mais on va finir d'abord les deux Attendez, gagnants et après on attendez. fera le flop, Mhm. qui va pas performer. Donc, Youssef, toi, qui pour toi va gagner l'Euro 2024 en Allemagne? Alors, moi de base, j'étais plutôt parti aussi sur l'Espagne parce qu'on sait très bien que dans une compétition, je vais pas vous l'apprendre, il y a énormément de surprises. Je pense que tout ce qu'on peut prédire, tout va se retourner contre nous. Il y aura d'office des surprises. On l'a vu à la CAN, on l'a vu à la Coupe du Monde. Il y a tout le temps des surprises. Et je pense que l'Espagne, avec la maturité qu'ils ont engrangée il y a 4 ans,
lors de demi-finale, avec un nouvel entraîneur, ils pourront peut-être passer ce step justement avec cette nouvelle expérience. Mais je pense que la France a une telle génération qu'elle fera la différence dans les moments clés et sera sacrée championne. On sait que c'est un trophée que Didier Deschamps cherche depuis des années et qu'il l'a toujours pas, mais je pense que ce sera la bonne pour les Français cette année. Ok. Et Alexis, toi, ton vainqueur de l'Euro, ce serait qui? Bah, sans hésiter, la France. Hein. La France? Bah, je suis pas très original, mais à partir du moment où t'as un gars comme Didier Deschamps dans ton équipe, c'est monsieur final. Tu peux rien lui dire à ce gars-là. C'est vraiment, tu peux rien lui dire. Euro 2016, finale perdue. Coupe du Monde 2018 gagnée. Ligue des Nations 2021 gagnée. Et ici, finale de Coupe du Monde 2022 perdue, mais c'est quand même 4 finales. Oui, c'est un très bon bilan. Depuis qu'il est en équipe de France, donc c'est Et l'Euro 2016. respect, monsieur Deschamps. Et maintenant, ce qui peut, en fait, la France, pour moi, ils sont imbattables. La seule équipe qui peut battre la France, c'est la France elle-même. C'est tous les problèmes internes, en fait. Pour moi, ça va être ça. S'il y a encore une histoire avec Mbappé, je sais pas quoi, mais ça ne peut être que ça, ou alors au péno, une petite surprise comme à l'Euro 2021 avec la Suisse. Mais très honnêtement, à part l'Angleterre, je ne vois personne battre cette France-là. Ok. Donc on aurait 2 Espagnes, un Angleterre et un France. Moi, mon favori, et en tout cas pour gagner, c'est l'Angleterre. Je trouve l'équipe vraiment très très forte. C'était l'équipe qui m'avait le plus impressionné à la Coupe du Monde 2022. Cette demi-finale contre la France qu'ils ont perdu, c'est un peu regrettable, mais je trouvais que c'était l'équipe, c'était vraiment l'équipe du tournoi pour moi, ce qu'ils avaient proposé. Et là, je les trouve encore plus matures. Bellingham qui est sur une lancée stratosphérique avec le Real de Madrid, et je pense que ça va être l'homme de cet Euro. Je pense que ça va être vraiment le joueur. Et on va peut-être avoir un duel à distance, même si c'est pas le même poste entre un Mbappé et un Bellingham. Aussi qu'il y a aussi la course au Ballon d'Or. Au Ballon d'Or surtout, forcément, avec ce qui se passe, Kylian Mbappé qui va arriver au Real, donc forcément ça va. Et voilà, il y aura une émulation, et je pense que vraiment l'Angleterre est vraiment archi favorite, et je pense que c'est elle qui va gagner cette année. En tout cas, on peut faire le flop, ou en tout cas la déception. Peut-être l'équipe qui va nous décevoir lors de cet Euro. Alexis, toi, quelle va être ta déception? Que penses-tu? Qui va flop? Alors pour moi, ce sera les Pays-Bas. Les Pays-Bas. C'est vrai qu'on n'a pas parlé en favori. Les Pays-Bas qui seront dans le groupe de la France et de l'Autriche, avec un barragiste, si je ne m'abuse. C'est le barragiste A qui peut être Pologne, Estonie, Pays de Galles ou Finlande. Donc c'est quand même des équipes assez fortes, surtout si c'est la Pologne ou le Pays de Galles. Les Pays-Bas, pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai trouvé que même s'ils ont du talent, ils font un peu comme nous auparavant. C'est-à-dire qu'ils ont du talent, mais il manque ce truc. Il manque toujours ce truc, et on a comme l'impression qu'ils n'arrivent pas à atteindre le top niveau, alors qu'ils ont des joueurs pour. Ils ont Frankie de Jong, Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt, etc. Mais plus en attaque. Nous, c'est plus la défense. Eux, c'est plus... J'ai l'impression là où eux, justement, tu fais bien de le dire, leur point fort, c'est la défense. Ils ont Dumfries, ils ont des joueurs de top vraiment niveau, des bons défenseurs. Là, en attaque, ça coince. Et je pense que quand on voit la différence de niveau entre les Pays-Bas et la France, par exemple, la France qui avait mis 4-0, si je ne m'abuse, aux Pays-Bas en qualification, et quand je vois le niveau de l'Autriche qui nous a quand même fait douter à Vienne, quand on a gagné 2-3 chez eux cet été, j'ai envie de dire que les Pays-Bas sont dans le nord, à notre nord, nos voisins du nord ne sont sans doute pas épargnés, parce que même le barragiste, c'est quand même soit la Pologne, soit le Pays de Galles, soit je ne sais plus quoi, mais Estonie et Finlande. Je ne sais pas pourquoi, j'ai quand même l'impression qu'ils vont se faire éliminer. Okay. Ou alors ils seront meilleurs troisième, mais j'ai comme une impression qu'au nord du pays, la mayonnaise n'a pas pris en fait. Ok. Et Adrien, toi tu as un flop ou une déception? Moi, que tu verrais? C'est un peu paradoxal parce que quand j'ai vu le groupe, je me suis dit pourrait sortir deuxième ou meilleur troisième, mais je m'attends à une Croatie. Croatie qui n'a pas déçu dans les dernières années, une finale en Coupe du Monde. Oui, qui est vraiment très forte, qui est toujours présente dans... Ouais, c'est clair, la Croatie fort présente. Et ce sera sans doute la dernière de Modric. Voilà, la dernière de Modric qui va à mon avis vouloir prouver, mais voilà, on arrive à une période... Mais il n'a plus rien à prouver, Modric. Ouais, mais bon.
Mais On pour le arrive à une pays, on période sait que les où- Croates ont Voilà. une Ouais, fierté et très Moi, je forte. m'attends, clame quand même je cette m'attends étoile. vraiment à un flop de la Croatie parce que voilà, ils sont. Ils sont en fin de Je génération. les sens pas concernés, ils sont en fin de génération et je les sens pas concernés par cet euro en fait. Donc voilà. Peut-être ils sortiront meilleur troisième, mais je pense qu'ils iront pas plus loin Mais que- je suis plutôt d'accord avec qu'au toi parce huitième de que finale. moi c'est aussi mon flop, surtout que vu le groupe Espagne, Croatie, Italie, Albanie. Espagne-Italie, on en a parlé un petit peu, c'est quand même l'Espagne qui fait partie des favorites, l'Italie qui est un gros outsider, C'est le groupe de la mort, clairement. et puis Albanie qui n'ont pas non plus une équipe assez faible, ça joue quand même, Ouais, il y a des bons joueurs, donc ça peut finir troisième, et ça peut finir, mais je les sens aussi en fait, on sent que les Ouais, quatre c'est ça très devient vieux, vieillissant. ouais, c'est- Modric, ben voilà, au Real, il joue pas non plus tout le temps. Il est plus. Maintenant, dans il la reste, rotation. il reste quand même vraiment impressionnant. Oui, c'est toujours un gagnant de Ballon d'Or, donc c'est toujours un joueur de classe mondiale. C'est clair. Mais c'est vrai que c'est pas la Croatie de 2018. C'est plus ça. Voilà, ils ont déjà été. On dirait qu'ils peuvent être épuisés par autant de campagnes. Parce qu'ils ont toujours été assez loin dans les dernières compétitions, donc ça peut épuiser mentalement et physiquement. Ouais. Et les quatre commencent à vraiment vieillir. Hugo, toi, quelle serait ta déception sur cet euro? Moi, je pense que le gros flop de cet euro, bien qu'il sortira de groupe, mais que je ne vois pas continuer beaucoup plus loin, malheureusement, Mhm. ça serait l'Allemagne. Ok. Je reste dans la continuité de ce que j'ai dit. Ouais. Ici, ils sont sur une assez bonne spirale négative. Mhm. Ils parviennent plus à gagner, que ce soit même le résultat au Champions League des équipes allemandes. On voit que, à part Leipzig ou le Bayern, même le Bayern est en baisse pour le moment, Mhm. ou en tout cas à mes yeux. La dernière Coupe du Monde, ils ont été sortis du groupe par le Japon et l'Espagne. Ça commence à faire beaucoup pour moi et j'ai l'impression que le football allemand en a pour le moment Et en perte de Et en vitesse, perte, ça C'est c'est vrai qu'il faut pas oublier Et que l'Allemagne, en étant haute. pays hôte, N'a pas joué des qualifié qualifications, directement. donc oui, faut pas forcément. oublier ça non plus. Hein. Il y a eu C'est vrai moins de que- matchs d'intensité, on va dire, Ouais, et haute, puis, même si on sait que on les n'a pas matchs, le vrai niveau de l'Allemagne quoi au final. oui, même si on sait que les matchs de qualification c'est toujours un peu, Ouais, mais on a quand même pas eu, ouais, on quand n'a même pas eu pu l'Allemagne. voir ce que l'Allemagne valait et Et puis surtout, on sait qu'ils ont eu cette défaite contre le Japon qui était quand même le Japon qui était dans une bonne dynamique, donc exactement. qui était très récemment, donc En fait, l'Allemagne, je crois que ça va être tout ou rien. Parce Mais- que, comme Adril dit parfaitement, c'est que comme c'était des matchs amicaux qu'ils ont eu, il n'y a pas eu d'intensité. ils n'ont pas eu d'intensité, ils n'avaient pas le besoin de se qualifier, ils étaient déjà qualifiés. Mhm. C'est toujours la problématique. Mais je pense très sincèrement que l'Allemagne va nous surprendre parce qu'avec le retour de Toni Kroos, c'est quand même. Et puis même les joueurs du Bayern, je crois que c'est Hugo qui a dit ça, que le Bayern était en baisse, etc. Les joueurs du Bayern, ils vont avoir un peu un amour propre à défendre. Mhm. Ils vont se dire ah oui, j'ai fait une mauvaise saison avec le Bayern, on n'a pas gagné, ils vont certainement pas gagner le championnat. Ils vont vouloir se rattraper à l'Euro. Et moi je dis attention à l'Allemagne, justement parce que tout le monde dit l'Allemagne, ça va pas le faire, ça va pas le faire. Mais c'est justement là où on ne les attend pas qu'ils vont arriver et ils vont nous surprendre. De là à gagner, je ne pense pas. Tu voulais rajouter un truc, Hugo? Oui, c'est ça, question d'amour propre. Pour revenir avec Alexis, je pense que sincèrement, ça fait plaisir à personne de perdre. Et que ce soit n'importe quel joueur à l'heure actuelle, ils ont de l'amour propre, ils n'ont Mhm. pas envie de perdre. Juste, moi, ce que je constate, c'est vraiment une baisse du niveau général du football allemand. Et surtout, beaucoup de joueurs en fait cycle. Et des jeunes joueurs qui n'ont encore rien prouvé. Et ils ont toujours ils ont toujours du mal à trouver un attaquant. C'est le problème qui est. Justement, ça pourrait être la chance de Denis Undav, qu'on a connu du côté de l'Union, qui est en train de surperformer Mhm. à Stuttgart. Il y a Füllkrug de Dortmund, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas d'attaquant De classe mondiale, c'est Ça ça. reste léger. Ça- Et ce que je voulais dire aussi à propos de l'Allemagne, c'est qu'ils sont peut-être dans le groupe le plus serré. Dans le sens où que je rappelle, Allemagne, Écosse, Hongrie, Suisse, c'est assez homogène. c'est vrai, le assez niveau. homogène. Et pour moi, vu le niveau actuel de l'Allemagne, toutes les équipes se valent. Et c'est peut-être le groupe le plus intéressant, je trouve. Mais ça peut être un groupe piège pour eux s'ils ne Ça sont pas au pourrait niveau. être un groupe Parce que piège. normalement, si on reprend l'Allemagne de l'époque, quoi, normalement ils doivent sortir haut la main. Là, on sait que c'est un peu plus difficile. Donc ça peut être des matchs à tout le temps d'enjeu et ça peut être une égalité, une défaite, ça peut. Après, Très on vite, sait que dans une compétition, ça peut aller très vite. Il y a eu la CAN récemment. Il faut rappeler que la Côte d'Ivoire a quand même viré son coach après le deuxième match. Ils ont quand même remporté cette CAN. Le Mhm. Portugal, à l'Euro 2016, ils ont fait 3 matchs nuls, terminé ils ont avec terminé 3 points troisième. sur 9. Ils ont gagné l'Euro.
Donc des fois les phases de poule ça ne veut rien dire, mais ça pourrait être très piégeux pour eux. Maintenant je ne les vois pas se faire éliminer quand même, sachant qu'elle est meilleure troisième. Mhm. La phase de poule à l'Euro pour se faire éliminer, il faut quand même y aller pour moi. Mais Faut ça, comme- je l'ai bien dit. Hein. J'ai bien dit que je ne voyais pas sortir en pôle, mais pas aller plus loin. Pas aller plus loin. Et toi, Augustin, quel serait ton flop Moi, je partirais comme Alexis sur les Pays-Bas. Pourquoi les Pays-Bas? Parce qu'on a vu lors de notre phase de groupe des qualifications l'Autriche qui nous a remarquablement impressionnés, et cette Autriche va causer beaucoup de problèmes. Une fois, même si elle termine deuxième, elle va causer énormément de problèmes à n'importe quelle nation. Si elle tombe contre l'Angleterre, elle va causer des problèmes à la France. Et moi, je la vois à faire, pourquoi pas, un quart de finale cette Autriche. Et au détriment des Pays-Bas, que je vois évidemment sortir. Alexis en a parlé, très bonne défense, mais offensivement, certes, t'as De Jong qui fait une très bonne saison, qui a quand même passé par le Barça, qui fait les beaux jours au jeu du PSV. T'as un Noah Lang qui est un intermittent du spectacle, mais on connaît évidemment ses excès de colère. Mais défensivement, ça tient plus que la route. Je vais pas vous citer les noms, mais De Ligt, Van Dijk, Timber qui va revenir de blessure. Il y a du monde. De vrai, il y a du monde défensivement. Ça, évidemment, dans une compétition, on a besoin avant tout d'une bonne défense. On l'a vu avec l'Italie. Voilà. La France mais aussi, avec... la France en 2018, ouais, la défense était... Toujours. Mais moi, je trouve qu'aujourd'hui, on a besoin quand même avant tout d'un grand buteur pour sortir des phases de poule. Et je ne vois pas ces Pays-Bas passer. Je trouve qu'il y a plusieurs joueurs qui sont en perte de vitesse dans ces Pays-Bas. Et l'Autriche, il faut s'en rappeler aussi, ils avaient emmené l'Italie en prolongation en 2021 en 8e de finale. Oui, l'Autriche qui est Donc, toujours une équipe piège. Maintenant, voilà, l'Autriche a quand même son gros leader, David Alaba, qui revient de blessure, qui va revenir. Je pense pas qu'il soit out pour l'Euro. Bah, ça aussi, ça peut jouer parce qu'il va revenir, mais lui, son objectif de l'année, ça va être l'Euro. Le Real de Madrid, bah, son année, elle est terminée. Et je pense que ça peut être un bon pas aussi. On voit Kevin De Bruyne, il s'est blessé ici 5 mois, je crois. Il revient, il est en forme. Donc, des fois, les blessures, c'est pas toujours mauvais. Oui, l'Autriche. Ce sera pour moi un outsider qui pourra causer beaucoup de problèmes. Peut-être pas à la France, mais aux Pays-Bas, certainement. Ok. En tout cas, on a vraiment parlé de tout cet Euro. On a vraiment été en fond et en large. C'est vraiment une très belle émission. Je pense qu'on on a fait tous les sujets. En tout cas, merci à vous d'avoir participé. Est-ce que l'émission était vraiment bien ou pas? Bah, merci, franchement, moi, c'était assez plaisant. Bel avis de tout le monde. Je pense que tout le monde s'est bien amusé, de beaux débats. Je pense que les sujets ont été abordés de fond en comble, et je pense que voilà, c'était chouette. Merci à tous. Merci à tous. Je vais conclure. Donc merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. En tout cas, très vite à la prochaine émission où il y aura d'autres sujets. Comme on a dit, on parle de football et de cyclisme. Donc à tout moment, on communiquera sur nos réseaux sociaux, Instagram et TikTok. Donc merci à tous de nous avoir écoutés. Bye bye.